Et bonjour tout le monde, bienvenue au Hackfest Holiday, une initiative de la communauté sur Discord. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs présentations, dont le premier, un workshop avec Neo sur les firmware. Ensuite, suivi d'une petite présentation de 30 minutes sur les .NET Baseloader. Je ferai ensuite une intro sur Burp Suite et finalement, on aura un Android and iOS Deep Links and XSS par Seven Security. Si vous voulez participer au dernier workshop, inscrivez-vous au lien que je mettrai dans le YouTube ou qui est dans Announcement là, sur le Discord. Donc, je laisse la parole à Miou. Merci encore d'être là avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Alors, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour ce petit workshop autour des firmware, pour histoire de faire un petit voyage de Noël et découvrir un peu plus qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là. Alors avant, je vais juste présenter un peu le plan. Je vais me présenter vraiment brièvement. Après, je vais faire vraiment une toute petite introduction au firmware et on va passer vraiment dans le vif du sujet où je vais vous aider pour installer vraiment tout ce qu'il nous faut pour commencer le workshop, dont la VM et le firmware qu'il faut aller chercher, ainsi que le script qu'on va utiliser pour faire notre backdoor. Ensuite, on va faire un peu de recherche d'informations sur le firmware qu'on aura été chercher. Puis, on va voir vraiment deux méthodes d'extraction. La première avec Beanwalk, la deuxième avec firmware modkit qui utilise Beanwalk, on va le voir. On va vraiment, une fois qu'on aura le système de fichiers, on va aller faire des analyses, voir c'est quoi qu'on peut trouver et où, avant de commencer vraiment le côté un peu plus croustillant de la présentation. Où on va émuler le firmware dans son entièreté, dans le but de créer un backdoor qui va être un bind shell dans cet exemple-là, avec Buildroot, et on finira par compiler le binaire, en fait, la librairie du bind shell, et recompiler le firmware malicieux avant de refaire une émulation de ce firmware-là et de faire une exploitation avec le backdoor, avec Netcat et en faisant une analyse avec Nmap aussi. Alors, avant de commencer, moi, je m'appelle Rémikia, Miou pour ceux qui sont sur Discord. Je suis tombée en amour vraiment avec l'informatique il y a plusieurs années, avec la cybersécurité il y a quelques années aussi, mais encore plus dernièrement où j'ai commencé à travailler autant que conseillère dans une entreprise en cybersécurité. Moi, je me focus vraiment beaucoup plus sur l'IoT et la sécurité de l'IoT, d'où mon intérêt pour l'exploitation des firmware. Je l'ai ici, Padawan on board. Please bear with me. Je suis là vraiment, je vais vous partager toutes les connaissances que j'ai acquises jusqu'à présent dans mon parcours, dans mon aventure de l'exploitation des IoT. Et à chaque fois que j'en apprends, je suis un peu comme le GIF qu'on voit ici à droite. Je tiens plus en place. À chaque fois j'en apprends plus sur le domaine et que je découvre de nouveaux skills. Et c'est vraiment un level up à tous les jours depuis quelques mois. Maintenant où à tous les jours, vraiment, je viens chercher des notions supplémentaires en ce qui concerne la cybersécurité des IoT, mais bien entendu la sécurité dans son grand ensemble, parce que, comme je le disais, pour ceux qui étaient là à ma conférence au Hackfest 2020, IoT, ce n'est pas une nouvelle technologie, mais c'est vraiment un nouveau concept qui voit le jour de plus en plus. Alors, un firmware, c'est quoi? En français, on parle de micro-logiciel, microcode, on parle logiciel embarqué ou encore un microprogramme. Firmware vient vraiment du faire référence au côté résistant et software en même temps. C'est juste pour dire qu'on le retrouve vraiment moi je le situe comme entre le software et le hardware, et ça fait le lien entre nos pièces physiques dans nos machines et tout ce qui vient ensuite fonctionner par-dessus ça.
Et on trouve vraiment 3 composantes dans nos firmware. On va avoir le bootloader qui, lui, va vraiment initialiser le matériel avant de lancer la balle au kernel qui, lui, va continuer à lancer notre système avec tout le système de fichiers qui est à rattacher. Des exemples de firmware que on utilise et on voit presque tous les jours, c'est entre autres le BIOS et le EFI. Quand j'ai fait cette découverte-là, en commençant à chercher sur les firmware, j'étais comme ébahie parce que voilà, je savais pas que le BIOS à la base c'était côté firmware plus que le reste. Et puis au niveau des pour IoT, on trouve plusieurs architectures de firmware, bien sûr, mais dans les dispositifs IoT, on va vraiment plus trouver des architectures MIPS ou ARM. Il y en a plein d'autres, mais elles sont un peu plus rares. Moi, je les ai jamais rencontrées encore avec tout le bidouillage que j'ai fait jusqu'à présent sur les firmware. On voit ici à droite un peu le comment est fait en fait, comment ça fonctionne quand on lance notre machine. Le bootloader et l'OS kernel ici, c'est ce qui représenterait notre firmware avant d'arriver à nos applications qui vont venir utiliser les fonctionnalités de celui-ci. Et nous, ici, pour le workshop, on va vraiment se concentrer sur le côté système de fichiers. Alors, pourquoi on s'intéresse au firmware? Parce qu'on trouve vraiment tout le code qui fonctionne sur le système embarqué sur un dispositif IoT ou sur un routeur ou un répéteur et j'en passe, il y en a plein d'exemples. C'est vraiment très utilisé dans tout ce qui est dispositif IoT. On y trouve énormément de secrets dans les mots de passe, des certificats privés, des clés pour les applications nous offre la possibilité de créer des backdoors comme on verra tout au long de ce workshop. Et ensuite, il nous permet aussi de découvrir des vulnérabilités qui vont être plus ciblées sur des librairies spécifiques. Une fois qu'on a accès au système de fichiers du firmware, on va avoir accès à vraiment toutes les librairies, toutes les dépendances qui fonctionnent dessus et on peut vraiment venir chercher les vulnérabilités sur ces librairies indépendamment et même trouver des 0D comme ça. Et puis, l'émulation, pourquoi? Ça va nous permettre vraiment de comprendre le fonctionnement du firmware et de l'objet en question, hein, parce que c'est vraiment là qu'on trouve le corps de ces objets-là. Et aussi, ça nous permet de faire toute cette analyse-là, cette recherche d'informations sur les objets, même si on ne l'a pas entre les mains. Ça va nous permettre vraiment d'accéder à s'il y a une page web, d'y accéder et de faire tout ce qui est test d'intrusion au niveau web. S'il y a une application mobile reliée, ça va être la même chose. Et c'est utilisé aussi beaucoup en espionnage commercial où on peut avoir des entreprises qui vont aller de récupérer le firmware d'un compétiteur ou l'objet d'un compétiteur, essayer de chercher le firmware et voir qu'est-ce qui se fait et comment ils font leurs affaires dans le but de copier un peu la propriété intellectuelle de la concurrence. Et où est-ce qu'on les trouve, ces firmware-là? Il y en a beaucoup sur des sites de vendeurs, dans TP-Link, où on peut aller vraiment récupérer la plupart de leurs firmware directement sur le Download Center. On peut les récupérer directement à partir du hardware avec des outils comme JTagulator ou BusPirate, Atify Badge, où on va vraiment se connecter ou aux ports de debug ou les ports série pour vraiment aller chercher notre firmware de cette manière-là. Et l'autre façon de faire, ça serait via les réseaux lors d'une mise à jour ou à la première utilisation d'un objet. Souvent, il va aller chercher son firmware et on peut venir faire un man in the middle et récupérer ce dont on a besoin. Alors, pour les téléchargements ici, j'ai déjà passé le mot, Patrick l'a passé aussi sur le Discord. Si vous voulez me suivre tout au long du workshop, il y a la VM de Atify OS, c'est un point OVA qui est vraiment facile à installer. Il suffit de le récupérer sur le drive et on va utiliser un firmware de D-Link
qu'on peut aller chercher avec le lien que je vous ai mis aussi sur le chat de YouTube. Et pour faire notre backdoor, on va utiliser le code en C de BindShell qu'on peut récupérer là aussi avec le lien que je vous ai fourni sur YouTube. Si vous avez des questions vraiment tout au long du workshop, n'hésitez pas. Moi, je vais regarder mes messages de mon côté pour essayer de vous répondre le plus possible. Alors, on va commencer vraiment par les recherches d'informations. On a l'outil Beanwalk qui, déjà en lançant ça sur juste en le lançant sur le binaire en question, on arrive à récupérer beaucoup d'informations. Comme ici, j'ai une capture d'écran après l'avoir tourné sur sur notre firmware D-Link, et on voit vraiment que on a le bootloader qui se trouve ici. On a des fichiers compressés, et ce qui nous intéresse, nous, ici, pour le workshop, c'est vraiment la dernière partie ici. On voit où est-ce qu'il commence. Et on voit que c'est un système de fichiers SquashFS qu'on a, que c'est en Little Endian. On a aussi la version euh, du, du, du fichier aussi ici. Et ainsi que la date de création, c'est juste pour dire que rien qu'à la première vue, en tournant avec la première commande, on peut aller chercher beaucoup d'informations. Et il y a plusieurs autres moyens d'aller en chercher encore plus. Personnellement, je ne suis pas encore extrêmement à l'aise avec Hexdump. Il y a des D-strings qu'on peut utiliser pour vraiment aller chercher encore plus d'informations. Et entre autres, pour Xdump, si on fait face à un firmware qui, par exemple, qui est chiffré, là, avec Xdump, on peut aller essayer de récupérer la clé de chiffrement si elle est quelque part dans les données. En général, je pense que c'est à la fin de notre firmware qu'on peut trouver ça. Donc, comme je vous dis, moi, je ne suis pas encore extrêmement à l'aise avec ces outils-là, fait que je vais aller vraiment avec Beanwalk, que je trouve vraiment beaucoup plus user-friendly, on va dire. Fait que si vous me donnez une petite seconde, je vais juste switcher sur ma VM et je vous reviens. Ici. Ça n'a pas l'air de vouloir voir ma VM. Bon, on va y aller avec un écran complet. Et voilà. Du coup, on arrive ici. Je ne sais pas si vous avez tous la VM d'installer ou si vous avez des questions. Sinon, moi, je serais prête à commencer. Alors, on va ici, c'est vraiment une VM qui a été montée dans le cadre d'un cours sur l'exploitation d'IoT offert par Atify. Et celle-ci, c'est la première version de leur VM que j'ai trouvée fonctionnelle. Firmadin et Firmware Analysis Toolkit étant des outils un petit peu capricieux à installer, j'ai décidé de prendre celle-ci. Comme ça va permettre vraiment à tout le monde d'avoir les mêmes outils et les fonctionnalités. Nous, ce qui nous intéresse comme folder sur cette VM, c'est vraiment au niveau de tools. On a vraiment beaucoup d'outils qui sont tous utilisés pour l'exploitation d'IoT. On voit ici Atify Badge dont j'ai parlé tout à l'heure pour tout ce qui est hardware exploitations pour les ports série. Je vois ici JTAG pour le JTAGulator. Et nous, ce qu'on va utiliser vraiment, c'est Firmware ModKit et Firmadin ainsi que Beanwalk. Alors, je veux juste souligner quand même que ils sont tous entrelacés parce qu'ils sont tous basés un peu ils utilisent tous Beanwalk comme outil pour l'extraction. Alors, avant de continuer, je vais juste aller chercher mon lien ici. Je vais les mettre. J'ai perdu ma souris.
Mhm. Ouais. Là, j'ai mes majuscules. Là, je vais aller chercher d'abord mon firmware pour commencer. Et tant qu'à faire, je vais aller chercher l'autre aussi tout de suite. Alors, on les voit ici. J'ai le D-Link firmware bin qui est ici et le binshell.c qui va être juste là. Alors, si, comme je disais tantôt, il suffit de rouler vraiment juste binwalk tout seul et on peut déjà récupérer beaucoup d'informations sur notre firmware. Et on revoit ici la capture d'écran que j'ai mis sur le PowerPoint. Alors, pour continuer, on va vraiment aller chercher le système de fichiers. On va utiliser deux techniques pour ce faire. La première sera avec binwalk et la deuxième, on va voir comment on peut venir vraiment l'extraire aussi en utilisant firmware modkit. Si je reviens ici, pour extraire notre firmware, on fait binwalk-e. Je vais faire un help ici. Alors vraiment E ici pour extract. Il y a quelques commandes intéressantes quand même avec binwalk, l'entropie qui nous permet de voir vraiment comment qui fait le fichier. Des fois, quand on roule juste binwalk tout seul, il peut omettre de donner quelques détails que nous, on va voir vraiment dans notre analyse dans l'entropie. On peut aller chercher aussi l'opcode, on peut chercher les signatures et on peut aussi chercher vraiment des séquences spécifiques à l'intérieur de notre firmware avec le --row. Juste pour vous donner un exemple pour l'entropie. On a ça ici et on voit vraiment où est-ce qu'on va avoir nos systèmes, nos fichiers qui vont nous intéresser. Et ce qui indique ou ce que l'entropie indique aussi dans le cas où on a affaire avec un système de fichiers qui est chiffré, là encore, notre ligne ici, elle va être bien droite et c'est déjà un premier indicateur qu'on ne peut pas l'extraire avec juste en lançant la commande -e en minuscule. Fait que sans plus tarder, on va faire notre binwalk-e avec dlink.bin. Et ce que ça fait, c'est que ça nous sort un, moi je l'ai en double parce que je l'avais fait tantôt, mais ça nous crée vraiment un dossier avec toutes nos informations ici, .extracted. Et là, on voit qu'on retrouve les informations qu'on avait vues tantôt dans notre analyse avec binwalk. Et ce qui nous intéresse, nous, comme j'avais dit, c'était le SquashFS qui est notre système de fichiers. Et on va rentrer dedans. Et ce qu'on retrouve, c'est vraiment l'architecture d'un Linux traditionnel où on trouve le /bin, /dev, /etc., etc. Et à partir de là, déjà, on peut aller regarder ce qui se trouve sur le firmware. Si on va dans /etc, par exemple, je peux faire pour voir si j'ai un password. On peut faire un. Alors, on voit qu'on a notre route ici qui n'a pas de mot de passe, par exemple. Ça, c'est les genres d'informations qu'on peut aller chercher dès qu'on a accès au système de fichiers. Et nous, ce qu'on veut faire, par contre, c'est vraiment nous ouvrir une porte pour accéder à tous ces fichiers-là sans avoir à passer par, par binwalk pour vraiment aller voir pour aller le tester aussi en temps réel.
Et pour ce faire, ah, je me suis perdue. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il ne trouve pas le lien du firmware. Ça n'avait pas fonctionné. Est-ce que j'ai bien copié? Je vais essayer de leur donner. Peut-être que j'avais mal fait mon copier tantôt. Pardon. Oh, oh. Ok. Alors maintenant, j'avais dit que la prochaine étape, ça serait de faire vraiment d'extraire le fichier d'une autre façon en utilisant firmware ModKit qui lui s'appuie aussi sur Beanwork. Pour ce faire, on va aller dans notre intérieur de notre directory et on voit ici plusieurs scripts qui peuvent être utilisés. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera le extract firmware.sh et le build firmware.sh. Du coup, j'ai pas fait mon nettoyage. S'il y en a qui cherchent encore le mot de passe pour la machine virtuelle, c'est Atify123, tout en minuscule. Du coup, on va chercher, on fait juste on exécute notre extract firmware et on lui passe notre firmware.bin. On revoit ici le même résultat qu'on avait quand on a lancé Beanwork pour l'extraction tantôt. C'est la preuve, comme je disais, que là, on utilise vraiment la même chose avec firmware ModKit. Et une fois qu'il nous l'a extrait, il va nous créer un directory qui va être juste ici. On peut rentrer. On va avoir les différentes images qu'il a réussi à récupérer. Le header ici qui va entre autres être notre bootloader et notre rootfs ici qui va contenir notre système de fichiers. Si je reviens ici, on a aussi notre dossier rootfs et si on rentre dedans, on retrouve là encore le même système de fichiers qu'on avait vu tantôt. Maintenant, firmware ModKit, une fois, notre objectif, c'est vraiment d'aller trouver un endroit où on peut créer notre backdoor, compiler notre backdoor. On va utiliser BuildRoot avec ça. Puis, on va revenir ensuite vers firmware ModKit pour rebuild, vraiment recompiler le firmware, cette fois-ci malicieux, comme on l'aura modifié avec le, le fichier qui est ici, le script qui est ici, qui est build firmware.sh. Mais avant ça, je propose qu'on aille déjà émuler notre firmware legit qui avant sa modification. Alors pour ça, on va utiliser Firmware Analysis Toolkit. Sur la VM, vous allez le trouver au niveau de Firmadin. Si on rentre dedans et on fait un ls, on voit vraiment ici tous les outils de Firmware Analysis Toolkit. Je vais juste faire un... Et on s'intéresse ici à deux scripts, dont un en Python qui est fat.py, qui nous permet en fait qui va automatiser en fait tout ce qu'il faut, toutes les étapes à faire manuellement au niveau pour utiliser Firmadin, Beanwork et tous les autres outils pour pouvoir arriver à faire notre émulation. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça se base sur Qemu pour ce faire. Du coup, si on regarde dans notre fat.py,
On voit ici qu'il va aller chercher le lien vers Firmadin. Il fait la même chose pour Beanwalk et il utilise MIT Dump2 pour... je ne sais même pas pourquoi il utilise celui-ci. Je ne l'ai pas rencontré encore pour l'exemple qu'on a ici. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. Ici, il se lance. Va nous poser plusieurs questions, nous demander de passer le firmware ainsi que la marque. Et il va nous poser encore quelques questions au niveau pour des mots de passe. Et on sera prêt pour se connecter à notre firmware pour l'émulation. Alors, on peut, juste pour s'assurer, faire un reset.sh avant de le lancer. C'est juste pour vraiment venir nettoyer. À chaque fois qu'on lance un fat.py, il va venir comme wiper tout ce qu'on venait de faire pour repartir une nouvelle émulation tout frais. Et pour ceux qui cherchent le mot de passe pour utiliser Firmadin, c'est tout simplement Firmadin tout en minuscule aussi. Alors là, on a vu que tout est correct. On peut lancer notre commande et mon D-Link qui se trouve à l'arrière, ici. Alors ici, il nous demande le chemin absolu vers notre firmware. C'est au niveau de /home, IoT, Tools, et c'est D-Link firmware.bin. La prochaine question, c'est la marque du firmware et c'est D-Link. Là, il va aller vraiment créer l'image pour émuler le firmware et il va nous demander le mot de passe qui est Firmadin. Là, il va faire l'image et il nous redemande encore le mot de passe qui est Firmadin. Et là, on arrive vraiment à l'étape où il va vraiment faire la configuration au niveau du réseau, donner une adresse IP à notre firmware qu'on est en train d'émuler. Et il faut lui donner à peu près 60 secondes avant que ça soit fonctionnel. Pendant ces 60 secondes-là, je suis dans Firmadin, c'était lequel? On voit ici les différents scripts qui ont été lancés. On a le run, il y a eu le make image pour faire notre image tantôt. infernetwork.sh qui est appelé pour vraiment pour nous connecter pour connecter notre firmware au réseau. Et il y a plusieurs autres qui sont utilisés. Fat.py va vraiment venir nous permettre de tout automatiser ça. Je peux vous envoyer, pour ceux qui sont intéressés, toute la documentation sur comment utiliser Firmadin à la mitaine sans passer par Firmware Analysis Toolkit. Et que là, on va juste attendre un tout petit peu. Là, on a un warning, mais on peut ne pas s'en soucier. Ce qui nous intéresse, c'est l'adresse IP qu'il nous a donnée, qu'on peut venir ping d'ici. Et on voit qu'on a un retour. Et si j'ouvre un Firefox, on voit qu'on a accès à la page de notre routeur ici, où on nous demande un username et un password. Alors ça, c'est juste pour voir que notre firmware, on est capable de l'émuler. On peut voir, on a accès à son interface web et que maintenant, on pourra passer à l'étape suivante qui sera de créer vraiment une backdoor, de recompiler le tout
et de refaire une émulation. Et cette fois-ci, on va essayer de se connecter en remote sur notre firmware à partir de notre porte qu'on va laisser ouverte avant de le recompiler. Alors, je reviens ici. Est-ce qu'on arrive à me suivre jusqu'à présent? Et on arrive du coup, pas de réponse, bonne réponse, j'imagine. On arrive à la partie où on va utiliser Buildroot. Pour ça, avant, on va arrêter ici. Et encore une fois, on va lancer notre reset pour être sûr que quand on va venir recompiler et réémuler notre firmware malicieux, tout fonctionne comme du monde. Pour créer notre backdoor, on a besoin de Buildroot qui est juste ici. Alors si je fais un make menu config, on voit qu'il nous permet vraiment de me configurer ce qu'on veut faire vraiment avec notre Buildroot. Ici, on peut choisir l'architecture cible qu'on veut. Nous, c'est un MIPSEL et on va, pardon, on peut aller vraiment choisir plusieurs options. Et pour nous, c'est déjà fait sur la machine virtuelle. Fait qu'on n'aura pas vraiment à lancer le make qui prend à peu près 1 heure à se terminer. Ce qui nous intéresse comme dossier, c'est dans Output, Hosts, User and Bin, où on va avoir toutes nos toolchains pour compiler notre bind shell qu'on va venir rapporter ici. Fait que pour le wget pour chercher le bind shell C, je vous conseille de le rouler vraiment à ce niveau-là pour pouvoir l'utiliser directement sans avoir à le copier. Et je reviens ici juste pour expliquer ce qu'on va faire comme étape. Alors, la première chose, c'est ça, c'est d'aller chercher notre script ici. On va utiliser MIPSEL Buildroot Linux uclib GCC ici pour monter notre bind shell. Et avec cette commande-ci, là où on est en ce moment au niveau des outputs. Et puis ensuite, on va venir, une fois qu'il est monté, on va venir déplacer le bind shell, le nouveau binaire qu'on a créé à l'intérieur de notre firmware dans etc/template. Puis on va venir modifier le script system.sh qui se lance au démarrage du firmware et afin de pouvoir lancer notre bind shell au même temps que notre firmware se lance. Et on va ajouter la ligne ici pour pouvoir l'ajouter pour l'exécuter au démarrage. Et ici, on va juste tester que notre bind shell fonctionne bien. On va lancer un test en local où on va venir se connecter avec Netcat pour voir si ça fonctionne avant de passer à l'étape suivante où on va recompiler le firmware. Fait que si je reviens ici, il y en a beaucoup, on va utiliser vraiment celui-ci pour ce qu'on a à faire. On l'a bien. Je vais juste supprimer celui que j'ai compilé tantôt. Comme ça, on fait tout ensemble. Et la commande, c'était MIPSEL Buildroot GCC. Et puis, c'est au niveau pour bindshell.c. On fait ça en statique. Et notre output, on veut que ça s'appelle bindshell
tout simplement. Ici, on fait ls bind shell, on voit qu'on a notre binaire qui est créé et qu'on retrouve ici. Et si on roule un file, on voit que c'est un ELF avec l'architecture MIPS version 32 et toutes les informations pour nous dire que ça a super bien marché. Okay. La prochaine étape, ça sera vraiment de déplacer notre fichier binaire au niveau de notre routeur. On va le faire à partir de firmware modkit, comme il nous permet de vraiment de remonter notre firmware en toute facilité. Firmware modkit. Alors avant de vraiment aller le copier, on va aller à l'intérieur de notre système de fichiers au niveau de etc. Et on voit ici les scripts. Et celui qui nous intéresse, c'est système.sh. Juste pour vous dire, il y a aussi dans le RCS ici, ça aussi, ça se lance au démarrage. Ça aurait été une autre option où on aurait pu aller mettre notre backdoor et se connecter dessus éventuellement. Mais pour celle-ci, on va aller dans script et on veut modifier notre système.sh. On peut aller vraiment quelque part ici. Moi, j'aime bien le mettre après mon phi ici. Fait qu'on va chercher notre bind shell j'avais dit, on le place dans templates. Et il va s'appeler bind shell. Et on va le lier à notre dev.console ici. S'assure que c'est bien écrit et on peut et j'ai fait mon erreur, je me suis pas mise en route en sudo. Ça met à ce niveau-là. Et là, on va pouvoir sauvegarder et quitter. Si je fais un 4, on devrait le voir juste là. Alors, il a été bien ajouté. Maintenant, il va falloir aller déplacer notre binaire à la bonne place. Et pour ça, on va aller dans Template. Actuellement, je vais la lancer ici. Fait qu'on peut vraiment venir juste copier notre bind shell au niveau de notre template qui se retrouve au niveau de Tools, Firmware ModKit, Delink, Tools, rootfs, etc, Template. Et si on revient ici, il a apparu juste ici. Quand on est arrivé juste ici, jusque là à présent, et puis on va pouvoir vraiment le lancer pour faire pour faire le test. Je vais le faire au niveau de Buildroot. Et on va utiliser, on l'a compilé en mipsel statique. Du coup, on va utiliser ça pour faire l'émulation du binaire. Et à partir d'un autre terminal, on peut faire un netcat en local 01 sur le port 999. Que d'ailleurs j'ai omis de montrer. Alors on voit ici qu'on se connecte dessus
Et si on fait un ls, on tombe vraiment, on a toutes les informations d'où qui se trouve. Juste avant de continuer, je vais vous montrer l'intérieur du code. On pourrait même essayer de faire de quoi de drôle. On va clear ça. Je vais Je suis juste en train de le renlever pour le remettre. Alors ici, si je fais un anneau, on arrive ici. Alors ça a été fait par Osada Malith. Puis on peut retrouver le script facilement sur GitHub. Ici, on peut changer notre message. Là. Mettons. Et puis ici, on voit autre information importante, c'est le port 9999 qui va être utilisé. On peut modifier ça, on peut modifier vraiment le message comme on veut aussi. Ça va venir aussi chercher BusyBox, qui est un des binaires les plus importants qu'on retrouve dans un firmware. On peut venir émuler BusyBox pour aller chercher encore plus de secrets, quand j'en parlais tout à l'heure pour la recherche d'informations. C'est vraiment là-dessus aussi, on peut trouver le shadow. Si des fois on trouve le password au niveau de ETC pour le file system, des fois il y a des, des devices qui vont trouver le shadow au niveau du BusyBox, qui fait que on va aller vraiment chercher le mot de passe au niveau de quand on boot l'objet. On peut aller chercher d'autres choses comme les certificats aussi à partir de BusyBox. Fait qu'en gros, on se connecte vraiment dessus. Et on va venir se connecter sur le port 9999 avec Netcat. Je vais l'arrêter pour l'instant et puis juste relancer mon Mipsel build root. En statique, notre output c'est bind shell. Et puis, on va aller le copier. Et on revient au niveau de firmware modkit ici. Et on retrouve notre bind shell et qui a été mis et rendu là. La prochaine étape, ça va être vraiment de compiler le firmware qui est maintenant fait malicieux et en utilisant le script de firmware modkit build firmware, on lui redonne le directory où il nous a extrait le firmware tout à l'heure et il va avec notepad, le hyphen notepad and min pour garder vraiment la taille de notre firmware au minimum. Surtout que des fois, on peut aussi, le but c'est de le remettre sur un objet ou de le reflasher sur un objet en particulier. On peut avoir des limitations. Par exemple, si on voit que la taille du firmware n'est pas la même, est trop grosse par rapport à ce qui est attendu, on peut être arrêté à ce niveau-là.
Fait que pour recompiler notre firmware, on va retourner dans mode kit et on va utiliser le build firmware.sh et notre directory qui est ici avec Notepad et minimum. Et on voit qu'il est en train de compiler. On attend juste quelques secondes et c'est bon. On voit ici quelques informations sur le nouveau firmware. Ils disent que il est plus grand que le firmware original, ce qui est normal, comme on a ajouté des choses dedans. On a vraiment quelques bits de différence ici par rapport à l'autre. Si je fais un ls dans des lignes, on voit qu'on a notre nouveau firmware qui est apparu ici, qui s'appelle newfirmware.bin, qu'on peut venir déplacer au niveau de tools pour l'utiliser avec notre Firmware Analysis Toolkit pour l'émulation. Et qu'on le retrouve ici. Là, la prochaine étape, ça va être d'utiliser de rentrer dans Firmadin et on va lancer encore une fois notre script fat.py pour Firmware Analysis Toolkit, mais cette fois-ci avec notre nouveau firmware. Non, je suis pas à la bonne place. Oh, my bad. Et il va nous poser tout plein de questions encore. Ici, pour notre path absolu, c'est toujours Home, OIT, Tools et New Firmware.bin. C'est toujours un des links. Alors, il va venir créer notre image. Le mot de passe est toujours Firmadin. Encore une fois. Puis là, il va lancer le service web. Et puis, on va attendre un autre 60 secondes avant de pouvoir vraiment accéder à notre routeur encore. On voit que là, j'arrive pas à charger ma page des links, mais ça devrait plus être le cas dans quelques secondes. Juste à attendre son OK. And it's up and running. On voit ici. Et maintenant, si je viens ici, je fais un nmap. On va commencer par le faire directement. 6801. On voit tous les ports qui sont ouverts dessus dans le telnet. Mais on voit toujours pas mon 999.
A l'air clos. On va essayer quand même. Là, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. 6-8. J'avais-tu oublié quelque chose? Ça, on l'avait bien ajouté, ça fonctionnait très bien tantôt. Oh. C'est parce que j'ai aussi inversé. Mais ça fonctionne toujours pas. On va voir c'est quoi l'erreur qu'on a. C'était mon... Si je vais dans mon route FS, je vais juste m'assurer que tout a été mis. Il est bien là. Si je vais dans... C'était système. Je l'ai mis là aussi. Petit souci, mais on va s'en sortir. Toujours, encore une fois, quand on utilise Firmware Analysis Toolkit, toujours important de reset pour pouvoir le réutiliser sans problème. Ok. C'est vraiment de trouver l'erreur, elle est où? On va commencer.
Alors, on l'a bel et bien. Ah, faute de frappe. Fait qu'on va juste venir recompiler comme il faut. C'est Atifari. 1, 2, 3. Heureusement que ça prend pas beaucoup de temps. Et du coup, je vais l'enlever d'ici aussi. Outils et tools. On est de retour ici. Et on rentre dans Firmadine. Avec notre new firmware. Oh, désolé, notre petit 60 secondes d'attente. Right. Des links toujours. Pardon, j'avais pas vu les questions. Oui, 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 oui.
Après, pour le remonter avec firmware modkit, il faut respecter quand même un peu comment que le firmware est bâti à la base pour qu'il puisse se remonter comme il faut. Pour le choix du manufacturier, il connaît vraiment il connaît pas mal les grandes marques, surtout tout ce qui est firmware qui se trouve sur des DWRT. Je sais qu'il y a des options avec firmware modkit pour venir chercher directement les firmwares de routeurs pour ce cas-là sur le site ici pour en faire l'émulation, l'extraction, etc. Et le D-Link qui vient d'ici. Je sais que j'avais déjà essayé avec Netgear, ça marchait super bien. Je voulais l'essayer avec un wireless and repeater que j'avais acheté qui ressemble un petit peu à ça, mais comme c'est un peu c'est no name presque comme produit, ça par contre il y a toute la misère du monde à trouver le manufacturier. Si je reviens ici, ça finit de charger. Et cette fois-ci, si je fais mon Nmap, it's open, finally. Et on va pouvoir se connecter avec Netcat. 1, 9, 2, 6, 8. Si je suis pas en train de faire la même erreur que tantôt. Et on voit qu'on a accès à notre firmware à partir du backdoor qu'on a été ouvrir. Et si je fais un ls, on a accès aussi à tout le système de fichiers et je peux vraiment me promener dedans et voir ce qui s'y trouve. Là, on y voit notre password qui est ici. On peut vraiment accéder à beaucoup plus d'informations, enfin beaucoup plus. Quand on n'a pas le firmware pour vraiment l'extraire et faire nos émulations pour tout faire sur place, bah, ça serait une option, une façon de nous connecter à distance pour faire des modifications comme veut. Et bien sûr, ce firmware-là, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire dessus. On peut vraiment essayer de venir exploiter au niveau du site web aussi les différents autres services comme Telnet qui a été trouvé. On peut essayer d'émuler des binaires en particulier aussi dans BusyBox dont je vous avais parlé pour toujours dans l'objectif d'aller chercher plus d'informations parce que plus on en a, plus on en retrouve et on se rapproche, c'est ce qui permet de nous approcher de notre but en fin de compte. Et moi, ça fait vraiment le tour de ma démonstration. Ça a pris moins de temps que prévu. Mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je compte sur vous pour m'en faire part. Et puis, si vous voulez en discuter aussi sur le Discord, je suis toujours disponible. Il faut juste à me taguer à @mio. Et merci beaucoup, beaucoup de votre attention. Je suis désolée que ça n'a pas duré aussi longtemps que j'avais planifié. Et merci, Mio. Ça me fait plaisir. Encore une fois, c'est un événement organisé par la communauté, donc merci de ton temps. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été discuté dans le workshop, vous pouvez aller sur notre Discord où ce que Mio, toute la communauté est. Je vais juste copier le lien dans une seconde sur le YouTube pour ceux qui n'y seraient pas déjà. Et sinon, on se revoit à la prochaine présentation qui a lieu à 3 heures, donc dans environ 50 minutes. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup.